Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne H de Prog. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Alexis Tamas afin qu'il nous parle de la technologie Frogance, dont il est l'un des créateurs. Et l'objectif de cet échange va être de parler de cette technologie, de vous la présenter et également de parler de sa future mise en service qui est en tout cas prévue mi-2022. Merci Alexis pour cet échange. J'aimerais directement rentrer dans le vif du sujet et parler un petit peu de la technologie Frogance depuis sa naissance. Et donc pour ça, j'aimerais vous donner la parole pour parler de Frogance. Merci Mathieu, merci beaucoup déjà de vous intéresser au sujet de Frogance comme ça un petit peu avant le démarrage de sa diffusion. Et écoutez, à propos de Frogance, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement c'est une nouvelle technologie qui a été créée d'origine française, on va dire, qui a été créée en France et qui maintenant implique plus de monde, et notamment au niveau international. Et le but de cette technologie, en fait, elle est de permettre la publication d'une nouvelle génération de sites sur Internet qui vont venir en complément en fait, des sites web qui existent aujourd'hui et qui ont des propriétés assez particulières, assez nouvelles, assez novatrices, je pense, et qui répondent aux besoins, je pense, des utilisateurs aujourd'hui. 30 ans après le démarrage du web, il était peut-être temps qu'une nouvelle technologie aussi arrive pour proposer d'autres interactivités, une interactivité peut-être plus simple, et puis aussi un rapport peut-être plus équilibré entre les utilisateurs finaux, les internautes, et puis les éditeurs de contenu, notamment en ce qui concerne la vie privée, le respect de la vie privée, ou bien la sécurité des utilisateurs. Voilà, donc ce sont des préoccupations que nous avons eues au démarrage de ce projet. Voilà, alors qui est porté aujourd'hui au niveau technologique par un fonds de dotation, c'est-à-dire une organisation à but non lucratif qui agit donc dans l'intérêt général et qui a pour ambition de porter cette technologie sous la forme d'un standard ouvert pour que tout l'écosystème des créateurs de contenu, des développeurs, des éditeurs et des internautes et des créateurs de logiciels, enfin tout l'ensemble de la communauté qui participe à la création de contenu sur Internet puisse l'utiliser gratuitement et de façon pérenne, c'est-à-dire sans avoir le risque que cette technologie passe dans des mains qui ne seraient pas forcément avec la même visée. Voilà, donc ça c'est un peu une introduction générale. Est-ce que vous voulez qu'on prenne des sujets en particulier Alors effectivement, j'aimerais qu'on rentre plus en détail peut-être sur le projet en lui-même, parler un petit peu de sa création, comment justement cette idée est venue, quand elle a été créée et parler un petit peu de tout ça, comment ça s'est passé, quoi. Voilà, alors c'est les premières briques en fait de Frogance en fait sont très anciennes puisque c'était à la fin, au début des années 2000, on va dire, avec Amaury Grimbert, qui est mon associé en fait dans cette aventure. Nous avons constaté qu'en fait la seule manière qu'on avait pour publier des contenus à l'époque, et c'est resté vrai jusqu'à l'arrivée de Frogance, eh bien c'est de publier des contenus sur Internet. La seule manière était de le faire à travers des sites web. Donc, à travers un médium de communication qui vient avec un navigateur web d'un côté, avec un langage de développement, enfin plusieurs langages de développement, notamment donc, le HTML bien sûr, puis ensuite ça a été complété avec le CSS et évidemment le JavaScript et d'autres technologies, et que c'était donc le web était le seul moyen, la seule interface de création et de diffusion de contenu. Après, il y a eu bien sûr les applications mobiles, etc., mais c'était plus des environnements complètement ouverts, ces environnements qui étaient régis par des grandes organisations commerciales comme Google ou Apple. Et donc là, il n'y a pas la même liberté. Mais le web, cet espace de liberté était le seul. Or, à l'époque, et c'est resté, on constatait que cette technologie web, en fait, avait quand même été très marquée techniquement. C'est-à-dire qu'il y avait elle a été construite en fait évidemment par des ingénieurs, des informaticiens, des gens qui connaissaient, il fallait de toute façon cette expertise pour pouvoir inventer le web. Mais je dirais que l'utilisateur final, celui qui n'est pas un technicien, celui qui n'a pas de connaissances techniques, qui ne sait pas appréhender les questions de sécurité, de respect de la vie privée, n'était pas vraiment au centre de la partie. C'était juste un utilisateur au bout de un end user, comme on dit en anglais, quelqu'un qui est au bout de la ligne. Et donc, ça a conduit en fait à une technologie qui finalement était assez déséquilibrée entre d'un côté des éditeurs qui faisaient à peu près ce qu'ils voulaient au niveau des contenus et surtout de leur traitement, du traçage des utilisateurs, etc. Cette technologie n'avait pas mis l'utilisateur vraiment au cœur du sujet. Et c'est là, et puis en même temps, l'interface, cette grande interface avec une fenêtre
rectangulaire, avec des barres de défilement, etc. Enfin, une présence du navigateur autour du contenu qui était assez envahissante, eh bien, nous gênait un peu, et on avait en tête une idée assez forte, c'était de se dire que dans des évolutions des technologies, même en dehors en fait, de l'industrie informatique, dans l'évolution des technologies, la maturité s'obtient quand la technologie disparaît. C'est-à-dire, tant qu'elle est présente, eh ben, en fait, il faut la cacher parce qu'en fait, elle gêne en fait, le regard, elle gêne l'interaction. Et, voilà. Et le web n'était était pas très invisible, on va dire, en tant que technologie pour les utilisateurs. Beaucoup de messages, beaucoup d'implications. Il suffit d'aller dans les réglages d'un navigateur web, quelle que soit sa marque, hein, pour se rendre compte que les réglages sont assez infinis. D'ailleurs, ils changent très souvent d'une version à l'autre de navigateur. On voit que les éditeurs de logiciels essayent de le simplifier, mais en fait, en le réorganisant, on perd encore plus les gens. Et perdu, voilà. Et essayer d'envoyer quelqu'un régler des cookies pour sélectivement se dire oui, eux, je veux bien, mais eux, je ne veux pas, c'est quasiment impossible. Voilà, donc ce projet, il naît à cet endroit-là, il naît avec l'envie de fabriquer en fait un médium, donc un système de communication entre des éditeurs de contenu et des internautes qui soit tout à fait ouvert, comme le web, mais avec des propriétés simplifiées pour que les utilisateurs soient en situation d'être confortables, de ne pas se poser des questions de sécurité, d'être à pied d'égalité avec les éditeurs de contenu par rapport à la vie privée. Par exemple, si je n'ai pas envie d'être reconnu, je n'ai pas besoin de faire des réglages très compliqués. Il suffit typiquement que je ne mette pas mon site dans les favoris. Si je mets le site Frogance dans les favoris, ça veut dire que là, j'accepte, je trouve intéressant, même potentiellement, d'être reconnu à ma prochaine visite. Voilà, donc on a essayé de reconstruire un petit peu à zéro ces propriétés fondamentales en fait, du médium en mettant l'utilisateur au centre. Et puis en même temps, en gardant évidemment en tête qu'il fallait une technologie qui soit extrêmement simple à prendre en main par les communautés techniques, les développeurs notamment, et qu'elle soit aussi, voilà, que ça ne conduise pas à des efforts supplémentaires, mais au contraire aussi au niveau des créateurs de contenu, un allègement un peu des contraintes. D'accord, mais du coup, ça existe, enfin, vous avez commencé ce projet à partir de quand réellement? Alors, on a commencé, les premières briques ont commencé au tout début des années 2000, et il y a eu un moment majeur dans le projet, ça a été en 2012, donc il y a 10 ans pile, la création de OP3FT, donc cette organisation à but non lucratif qui a pris le contrôle en fait, du projet Frogance au sens de la technologie. Elle a pris la mission, donc OP3FT, ça veut dire promouvoir, protéger et faire progresser la technologie Frogance. Et donc, c'est à partir de là que le projet s'est complètement constitué, je dirais, dans son esprit d'aujourd'hui. Ensuite, ça nous a pris des années de développement, puisque la complexité, en fait, d'offrir un médium comme ça sur Internet, c'est que vous avez la dimension mondiale, il faut que ça fonctionne partout dans le monde, alors à la fois techniquement, mais aussi il faut que ça fonctionne juridiquement. Il faut que ça fonctionne administrativement, c'est-à-dire que, évidemment, les pays autour de la planète ont chacun des approches de ce qui est légal, pas légal, etc. Et aussi de leur souveraineté. Et résultat, il fallait aussi se mettre en place donc, un environnement justement compatible avec ces différents enjeux. Ensuite, l'autre aspect, c'était l'aspect technique. Puisque là où quand on a commencé les premières briques du projet, en gros, il y avait Windows, il n'y avait pas de smartphone et de système d'exploitation mobile, et seule une poignée d'initiés connaissaient Linux, et Mac était absolument encore vraiment très spécialisé pour des communautés graphiques et n'était pas du tout répandu auprès du grand public. Il y a une transformation complète, très positive d'ailleurs, de l'environnement des systèmes d'exploitation, qui aussi a conduit à ce qu'il a fallu travailler sur la capacité de cette technologie à être compatible ou portée sur l'ensemble des terminaux, sur l'ensemble des systèmes d'exploitation, et avec un enjeu très fort qui était de se dire on veut absolument que quand quelqu'un fabrique un site Frogance, eh bien, le développe, le publie. On veut absolument qu'il soit complètement débarrassé des problématiques de compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation ou avec les différents terminaux, y compris même la taille de l'écran. Il fallait que nous,
les créateurs de contenu se disent « je fabrique un site Frogance », je le vois sur mon écran de développeur ou sur mon écran de contrôle, et ensuite, je sais qu'il va partir et tout va bien se passer, que ça soit diffusé sur un Android, sur un iPhone, sur un Mac, un Linux, un Windows, tout ça doit être, et demain, sur les écrans de télévision ou sur tous les écrans connectés, eh bien, il n'a pas à adapter son développement et le site Frogance sera dessiné sur chaque terminal au pixel près de la même manière. Voilà, donc ça, c'est et justement, je pense que ça serait intéressant aussi de revenir sur les différences qu'il peut y avoir entre un site web qui existe aujourd'hui, hein, comme on les connaît tous, et les sites Frogance. Quelles sont les différences majeures et surtout comment on va pouvoir y accéder aussi à ces sites? Voilà. Alors, effectivement, donc, si on compare un petit peu les technologies entre elles, alors on peut commencer déjà peut-être par l'utilisateur final. Si on va vers l'utilisateur final, bon, ben, dans le web, il utilise un navigateur web, donc il peut utiliser Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc., pour accéder au contenu. Du côté dans Frogance, dans l'univers Frogance, en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Frogance Player, et c'est ce logiciel qui est développé et diffusé par l'OP3FT, justement, gratuitement, dans des conditions, effectivement, où il n'y a pas d'enregistrement des utilisateurs. Enfin, c'est vraiment, on peut le prendre et l'utiliser comme on utilise, je sais pas, Firefox, par exemple, si on aime Firefox. Et voilà. Et c'est ce logiciel. Donc, sur un PC, on va dire, ou un Mac, eh bien, ce qu'on retrouve, on le télécharge et on le met sur son ordinateur directement. Et sur les téléphones mobiles ou les environnements de smartphones et tablettes, à ce moment-là, on va dans le store concerné. Donc, en Europe et aux États-Unis, il y a bien un store pour les équipements d'Apple, vendus par Apple. Et puis, il y a le Google Play pour Google. En Chine, par exemple, où l'OP3FT a une antenne locale, eh bien, le Google Play n'est pas disponible et il y a une myriade de stores qui sont mis à la disposition des internautes chinois. Donc ça, c'est le premier point. Les utilisateurs accèdent au site Frogance avec un logiciel qu'ils doivent installer une première fois. Alors évidemment, c'est un seul logiciel pour tous les sites Frogance qui vont ensuite consulter. Il n'y a pas... Un peu comme un navigateur, quoi. Exactement, c'est vraiment un navigateur. Voilà. C'est un navigateur spécialisé dans les sites Frogance, mais qui ne va pas être capable de naviguer sur les sites web. De même que les navigateurs web ne vont pas être capables de naviguer sur les sites Frogance. Donc, ce sont vraiment deux univers en parallèle qui se Mais on peut faire des passerelles entre les deux, quand même. Alors oui, on va le voir, effectivement. Il y a à la fois des liens qu'on peut faire dans les pages web pour ouvrir des sites Frogance et aussi des boutons qu'on peut mettre dans les sites Frogance pour renvoyer vers des pages web. Donc, effectivement, ce sont deux médiums de communication qui sont indépendants, mais qui ont des passerelles entre eux. Alors, le deuxième point, c'est si on se met maintenant du point de vue des éditeurs, ceux qui font des sites web aujourd'hui, eh bien, quand ils font des sites web aujourd'hui, ils utilisent un nom de domaine pour donner l'accès en fait à leur site. Donc, ça peut être toto.com qui permet d'accéder au site en question de Monsieur Toto, pour prendre un exemple, et à partir de là, les utilisateurs sont connectés au site. Dans l'univers Frogance, eh bien, il y a aussi des identifiants Internet universels, mais ce ne sont pas des noms de domaine avec .com, .fr, ce sont des adresses Frogance qui ont un format assez simple, ce n'est pas des URL très longues non plus, c'est un format très court, et c'est, pour prendre un exemple simple, c'est Frogance étoile Toto, par exemple. Et l'étoile, qu'on retrouvera toujours au milieu d'une adresse Frogance, comme séparateur, il n'y a pas de point dans une adresse Frogance, par contre, il y a une étoile, une seule, c'est le séparateur des adresses Frogance. C'est un peu un identifiant qui va servir à tous les utilisateurs partout pour reconnaître tout de suite que ce qu'on est en train de leur montrer, c'est une adresse qui conduit à un site Frogance. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté. Les gens seront facilement... C'est un peu comme l'arrobase dans les adresses email. Tout de suite, quand vous voyez une arrobase, enfin, pas au début du nom, mais quand vous la voyez au milieu de quelque chose, on sait que c'est une adresse email. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'était les internautes avec leur navigateur. Le deuxième point, c'est les éditeurs avec leur identifiant qui est différent. Alors, tout à l'heure, vous faisiez remarquer qu'on peut faire des liens. Alors oui, comment on fait des liens? Simplement parce que dans un site Frogance, on peut mettre une URL pour ouvrir n'importe quelle page d'un site web. Et réciproquement, dans une page web, on peut mettre un lien qui contient l'adresse Frogance pour ouvrir le site Frogance. Alors au passage, j'ouvre une parenthèse, ce système de lien du web vers l'univers Frogance,
a fait l'objet d'un Request for Comments, un RFC publié donc par l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, pour justement que ça devienne un standard, cette façon de faire des liens vers Frogance, et que ce ne soit pas au petit bonheur la chance en fonction du navigateur ou de l'humeur du développeur. Non, là, c'est extrêmement simple. Je sais que votre audience va comprendre ce que je vais dire, donc je m'autorise. Quand je fais un lien vers une page web, j'utilise une balise A avec un href, HTTP ou une autre page du site, https : là, en fait, on va faire un href avec marqué leap2 Frogance, LEAPTO Frogance, 2 points. Donc ça, c'est un schéma d'URI, suivi par l'adresse Frogance. Donc par exemple, Frogance étoile Toto tout à l'heure. Donc c'est extrêmement simple, il n'y a pas de JavaScript, c'est directement un href avec un URI scheme, un schéma d'URI qui a été donc déposé, qui a été donc validé par l'IETF et qui a été déposé à l'IANA sous forme d'un statut permanent. Donc, ce n'est pas un statut expérimental, c'est un statut permanent. Et donc, ça signifie qu'en fait, ces liens-là vont pouvoir durer sans limitation. Ils ne seront pas revus. Donc, on ne sera pas obligé de refaire ces pages web en se disant « zut, les liens ne marchent plus ». Voilà, donc ça, c'est un standard, c'est cette circulation entre les deux mondes. Et puis, alors ça, c'était les 2 premiers points. Et ensuite, on peut peut-être parler des développeurs et effectivement des technologies qu'ils ont à leur disposition dans un cas ou dans l'autre. Alors, dans le web, évidemment, et je parle du côté client, je ne parle pas du côté serveur, ou alors parlons-en 2 secondes. Au niveau serveur, je peux développer mon site de manière statique et à ce moment-là, je prends un serveur Apache ou quelconque, mais je peux aussi faire du dynamique et donc j'ai des technologies type PHP, Java, etc. Là, dans Frogance, le serveur n'est pas impacté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tout de suite utiliser ces connaissances, par exemple, étant en PHP. Si je sais faire un site dynamique web en PHP, je vais pouvoir faire un site dynamique pour Frogance exactement avec les mêmes technologies, les mêmes bases de données, le même back-end, enfin tout ce qui tourne autour de la gestion sur le site, sur le serveur, pardon, est strictement identique. Au niveau, du navigateur, il y a une différence néanmoins. Du côté du web, eh bien, on a à peu près le trio connu HTML, CSS et JavaScript. Tout à fait, oui. Voilà, ça marche très bien, c'est très puissant, etc. Ça permet de faire les sites qu'on connaît. Et puis, du côté de Frogance, c'est beaucoup plus simple puisqu'il y a un seul langage qui s'appelle FSDL. Je sais que vos abonnés ont certainement déjà vu une première formation, je crois, 2 formations autour du FSDL, donc ils savent de quoi je suis en train de parler. Mais c'est un langage, donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu encore, c'est un langage à balises donc, qui est basé sur le XML et à partir duquel on peut construire en fait la mise en forme d'une page d'un site Frogance. Alors, comme les sites Frogance ne sont pas rectangulaires et qui peuvent prendre n'importe quelle forme, on n'a pas appelé ça des pages, contrairement aux pages web qui sont bien rectangulaires, on a appelé ça des slides. Donc, les slides, en fait, ils ont des formes un peu irrégulières. Enfin, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Et c'est construit, c'est un langage donc, à balise qui est construit sur l'idée de calque. Vous l'expliquiez très bien dans votre vidéo. Comme un logiciel de dessin, effectivement. Oui. Voilà, c'est ça. On empile un peu des calques, un peu comme on le fait dans Photoshop quand on fait de la construction d'images. Sauf que là, c'est pas mergé, quoi. C'est vraiment interprété au moment où le navigateur récupère. Donc, on a des fichiers comme ça, qui sont des fichiers FSDL, qui sont envoyés par le serveur au fur et à mesure de la navigation des utilisateurs. Donc, ça reste bien, les sites Frogance sont bien des sites, c'est-à-dire que c'est bien des objets sur lesquels on navigue et on va de page en page. Et à chaque fois, le serveur fait une intervention sur ce que je suis en train de faire. En tant qu'utilisateur, et donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'extrêmement ouvert. Ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge et qui a tout prévu. En fait, c'est quelque chose qui peut se mettre à jour très facilement comme un site web. Ça passe par le réseau Internet, du coup. Exactement. Tout comme les sites web. Exactement. En fait, on peut véritablement héberger son site Frogance dans un répertoire, par exemple, du serveur qui héberge déjà son site web. C'est extrêmement simple. Alors effectivement, dans tous les cas, je ferai des formations sur le sujet. Bon, j'en ai déjà fait une, effectivement, mais ce sujet Frogance, le FSDL sera abordé vraiment de manière plus poussée dans d'autres formations. Pour le moment, on attend la sortie, entre autres, officielle de la technologie, prévue mi-2022, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Justement, j'avais quand même une question pour essayer d'appuyer sur ce sujet. C'était peut-être un peu aussi vous challenger, c'est quel va être quel est le besoin et pourquoi les utilisateurs ou même les entreprises voudront mettre à disposition ou créer des sites Frogance?
Oui. Alors, effectivement, il faut que ça rejoigne. En fait, vous avez posé les deux bonnes questions, au sens où il faut que ça rejoigne d'un côté l'intérêt des utilisateurs et de l'autre l'intérêt des éditeurs. Tout à fait. Après, il faut que les développeurs soient aussi fans, parce que sinon. Exactement, mais ça, Voilà. c'est, Mais ça, c'est on va un y autre. travailler. Ouais. Ça sera grâce à vous, on va dire. Ouais. Maintenant, sur l'intérêt des internautes, déjà peut-être dans un premier temps, puisqu'on a pensé beaucoup à eux. La première chose, c'est que, donc, je reviens rapidement dessus, dans Frogance, en fait, il y a une protection de la vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas être tracé à mon insu. Quand je reviens sur le site, si je n'ai pas mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sites dans mes favoris, je suis un nouveau visiteur. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, toujours par rapport à la vie privée, c'est que quand un utilisateur va sur un site Frogance, il se connecte donc au serveur du site Frogance, grâce à l'adresse. Il y a une résolution d'adresse, on pourrait revenir un peu sur le fonctionnement, mais peu importe, je vais sur un serveur, et là, une des particularités, c'est que tout le contenu du site va venir de ce serveur. En tant qu'utilisateur, mon logiciel Fransphere ne se connecte pas à une multitude de serveurs en envoyant des cookies, etc. Il n'y a aucun cookie dans Frogance. Et en plus, de surcroît, on ne discute qu'avec le serveur central. Qui veut donc dire que si le serveur central a envie d'agréger des données, comme je sais pas, de la publicité, des contenus tiers, il le fait, mais sur le serveur. Donc aussi, il prend une sorte de responsabilité sur l'information qu'il fait circuler à travers son site Frogance. Donc pour l'internaute, il y a quelque chose de déjà très intéressant, c'est qu'il sait à qui il parle en fait. Il parle à quelqu'un, uniquement à une seule personne, et donc si cette personne, je sais pas, lui demande des informations, eh bien en fait, il y a un contrat qui vraiment se fait de manière très précise. Donc les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'une charte de la vie privée qui s'applique réellement, qui n'est pas juste comment dire, de bonne volonté de l'éditeur principal, mais après, comme on connecte les internautes sur 300 sites à côté, ben, en fait, on ne sait plus ce qui se passe pour les autres sites. Quoi. Donc la première chose, c'est la vie privée, et ça, je crois que c'est un vrai besoin des utilisateurs. On sent bien que les pouvoirs publics, notamment l'Union européenne, a poussé à ce qu'on respecte mieux les utilisateurs au niveau des cookies, mais c'est quand même, ça continue d'être très difficile. La vie est difficile. Il y a beaucoup d'avertissements dans les sites. Parfois, il faut faire des réglages. Enfin, donc tout ça, ça y est pas dans Frogance. Non, ça n'y est pas parce qu'en fait, le contrôle, il est immédiatement dans la main de l'utilisateur. Je mets dans les favoris, je suis OK avec l'idée d'être reconnu. Je sors des favoris, tout de suite, c'est terminé, je suis oublié. Donc, il y a quelque chose de très rapide et aussi, c'est pas je prends des grandes décisions sur les cookies. Ouais. Non, là, dans le web, on est obligé de soit tout casser, soit tout laisser. Enfin, c'est très compliqué, ça ennuie tout le monde. Même les décisions des éditeurs de logiciels, de navigateurs qui disent on va tout couper, on va remplacer par autre chose, ça complique la vie de tout le monde. Dans Frogance, ça démarre simple, direct. C'est-à-dire, c'est l'internaute qui dira s'il veut être reconnu ou pas, et il ne va pas le faire dans des menus compliqués, il met où il retire des favoris. Et une question, désolé de vous couper, mais justement à propos de ça, vous n'avez pas développé cette technologie sans être connecté à des organismes et même sans vous renseigner sur les aspects légaux. Justement, à propos de ça, vous êtes renseigné, j'imagine, avec, je ne sais pas, l'État français ou d'autres, pour voir justement si ça pouvait matcher sur justement la sécurité, la vie privée, etc. Ou même la CNIL, peut-être. Oui, tout à fait. En fait, nous, la technologie, en fait, elle est respectueuse de la vie privée par conception, by design. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les RGPD et autres règlements, eh bien, on est parfaitement intégré à ces règlements. Il n'y a aucune adaptation à faire de la technologie sur ça, puisqu'on donne le contrôle à l'utilisateur et que l'utilisateur est dans un cadre de communication extrêmement simple et clair et qui le met à son avantage aussi un petit peu. Pas du tout de fuite de données possible. Par exemple, vous savez que dans le web, il y a aussi, dans les navigateurs web, il y a des possibilités de traçage au-delà des cookies. On connaît le fingerprinting qui permet de reconnaître des utilisateurs alors même qu'ils ont refusé tous les cookies. Tout ça parce qu'en fait, leur navigateur mesure l'environnement dans lequel il s'exécute et donc il voit les polices de caractère, il voit un peu tous les réglages du poste et du coup, il peut en déduire un profil unique quasiment à chaque fois. Donc, ce genre de technologie n'existe pas parce que le FSDL, dont on parlait tout à l'heure, ne permet pas d'aller collecter de l'information sur le poste. Et je dirais même plus, quand Frogance Player communique avec le serveur pour aller naviguer sur le site Frogance, eh bien, en fait, il ne dit même pas si l'utilisateur est sur un iPhone ou si l'utilisateur est sur un Android ou s'il est sur un Mac ou un Linux ou un Windows. C'est absolument
impossible pour le serveur de savoir où on est parce que ça ne lui sert à rien au fond, puisqu'on sait que ce contenu va être exactement présenté pareil, quel que soit le terminal, et donc finalement, il n'y a pas de besoin de le savoir. Donc si par contre l'utilisateur, l'éditeur veut absolument savoir, il peut toujours interroger l'internaute dans les pages du site en lui disant, au fait, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si tu es sur un Mac ou un Linux, parce que je fais des promotions, je ne sais pas quoi, commerciales. Mais ça, c'est la décision de l'internaute de répondre, ça ne se passera pas dans son dos. Ce sera vraiment toujours une décision volontaire de fournir de l'information à l'éditeur. Donc oui, on connaît très bien le cadre légal qui n'est pas facile à respecter depuis le web. Tout à fait. Très difficile. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est très difficile aujourd'hui de déconstruire ce qui a été mis en place, et même de bonne foi souvent. Il y a très peu de gens qui abusent en réalité de ça, mais il y en a malheureusement qui abusent, et pour eux, on fait toutes les règles. Et les autres, ils sont obligés d'essayer de construire des ajustements, ce qui serait compliqué. Dans Frogance, il n'y aura pas ce problème à gérer, puisqu'en fait, c'est la techno qui le gère tout seul, sans être emmerdé. Et donc, on a été aussi, évidemment, regarder toutes les législations des grands pays de l'Internet pour voir si tout était bien conforme, ce qui est le cas, à notre connaissance. Mais c'est pour ça aussi qu'on a mis des antennes. Vous voyez, OP3FT a un projet, a une mission, donc je le disais au tout début, pour 3 missions, c'est la promotion. Et donc l'OP3FT, notamment, a ouvert une antenne locale en Chine pour justement, vous savez qu'il y a beaucoup d'internautes en Chine, et pour justement vérifier que la technologie fonctionnait bien en Chine, qu'elle était compatible avec les législations, etc. Donc on a fait tout cet effort aussi pour que ce ne soit pas une technologie simplement localisée sur un morceau de la planète, mais qu'au contraire, elle puisse être utilisée pour des échanges mondiaux entre les différents pays, les différentes sociétés partout dans le monde et les utilisateurs. Peut-être le deuxième point, si je peux enchaîner sur la sécurité, vous l'avez quand même mentionné, il y a un autre intérêt pour l'utilisateur final, c'est la sécurité. Alors, évidemment, une partie importante de la sécurité vient d'une chose que j'ai déjà expliquée, qui est la connexion à un seul serveur. Donc ça, c'est un point, évidemment, qui facilite énormément la vie, parce que plus vous vous connectez à du monde, et plus il faut être sûr que les gens auxquels vous vous connectez sont de bonne volonté, vous n'envoient pas des cochonneries qui font planter votre navigateur, etc. Ce sont des vecteurs d'attaque très forts, en fait, le fait de se connecter à plein de sites. Plein de serveurs, techniquement, pour obtenir une page, expose encore plus. Dans Frogance, donc, on est sur un seul serveur, donc ça, c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que, donc il y a une plus grande traçabilité, la deuxième chose aussi, c'est que quand l'utilisateur tape une adresse Frogance, Frogance étoile Toto de notre exemple tout à l'heure, eh bien, il y a une opération de résolution d'adresse que vous expliquez d'ailleurs dans une de vos vidéos, et qui permet à Frogance Player de, évidemment, savoir si l'adresse existe, mais au-delà de ça, de récupérer la configuration du site Frogance. Alors, c'est quoi la configuration du site Frogance? En fait, ce n'est pas le site lui-même, c'est des propriétés du site. C'est-à-dire, par exemple, ce site sur lequel je me rends, Frogance étoile Toto, eh bien, il a été développé en FSDL 3 ou en FSDL 4 ou en FSDL 5, etc., quand il y aura toutes ces versions qui vont apparaître. Et de plus, on va avoir, par exemple, évidemment, à quel endroit est localisé le serveur, techniquement, où est-ce que je me rends pour communiquer avec ce serveur. Mais c'est aussi dans cette configuration qu'on va retrouver des propriétés techniques de connexion. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste dire, allez, connecte-toi sur cette adresse IP et débrouille-toi. Non, on va dire, connecte-toi à ce serveur, mais utilise ce protocole pour y arriver. Par exemple, je suis sur un serveur qui est un serveur qui n'a pas beaucoup d'enjeux de sécurité, parce que c'est par exemple, mettons juste un blog ou je ne sais pas, une information qui n'est pas stratégique ou qui risque de tromper personne, même si elle était faussée. Je peux très bien utiliser HTTP et donc une communication non chiffrée qui me convient tout à fait en tant qu'éditeur. Donc, je vais la proposer, je le mets dans ma configuration et les utilisateurs vont arriver sur mon site en HTTP et au fond, il n'y a pas de gravité à cela. Maintenant, si je suis tout à fait à l'inverse, une institution financière, et que le site Frogance se sert à se connecter à son compte et à acheter de la crypto-monnaie ou autre chose, eh bien, évidemment, là, on n'a pas intérêt à avoir une connexion faible. Il faut avoir une connexion qui soit au contraire maximum, en fait, dans l'état des technologies qu'on a le droit d'utiliser dans le monde civil, on va dire. Et donc, là, en l'occurrence, je vais mettre dans la configuration du site Frogance, en tant qu'éditeur, je vais mettre dans la configuration des protocoles qui vont être au sommet des capacités de cryptographie. Donc, je vais prendre du TLS,
du TLS 1.3, je vais prendre des cipher suites qui sont ceux qui sont les plus réputés aujourd'hui, et je vais dire, donc, je vais mettre dans cette configuration ces exigences, et je vais donc donner une instruction finalement à Frogance Player, à tous les logiciels Frogance Player qui vont tenter une connexion vers mon site en disant, eh bien, je veux ce niveau de sécurité. Donc, s'il n'est pas atteint, on annule, on n'y va pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au milieu là, qui est en train de nous faire des tours. Donc, non, je veux ce niveau de sécurité et ça sera ça ou rien. Et c'est ça que je peux mettre dans la configuration. Donc, ça signifie qu'il y a un côté déterministe dans la connexion et le niveau de sécurité qu'on peut obtenir en tant qu'éditeur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un éditeur, par exemple, donc je parlais de l'institution bancaire, peut très bien dire, ou financière, peut très bien dire, j'ai mis le niveau maximum, donc le problème ne vient pas de la communication sur Internet, en tout cas en l'état des connaissances sur la cryptographie, et vient probablement d'autres choses. L'utilisateur a peut-être perdu son mot de passe, on a peut-être eu un piratage sur nos serveurs, mais on va dégager, je dirais, le risque. Alors que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'attaques sur SSL puis TLS qui consistaient par malice à trouver un moyen d'abaisser le niveau de sécurité lors de l'initialisation de la connexion, lors du handshake. Et, finalement, on se retrouvait avec un système dégradé. Bon, ça a été corrigé dans des versions de TLS, mais enfin, on n'est jamais à l'abri que l'absence de déterminisme dans la connexion à un site web puisse reposer des problèmes. Donc là, dans Frogance, c'est beaucoup plus simple. La configuration comporte le niveau de sécurité et du coup, le player, il n'a pas à se prendre la tête, entre guillemets, il va simplement appliquer ce qui a été demandé par l'éditeur. Donc voilà, ça vous donne aussi un petit aperçu du fait que les adresses Frogance, qui ne sont pas des noms de domaine, elles ont aussi, ce n'était pas juste pour le fun qu'on a changé les noms, bien sûr qu'on voulait un identifiant qui ne se confonde pas avec un site web, c'est important, mais surtout on voulait qu'il y ait de la valeur ajoutée dans cette adresse, hein, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose de nouveau que les noms de domaine n'apportent pas en pratique, c'est-à-dire des données sur la connexion. Voilà, donc ça c'est le deuxième point pour les internautes. Donc après, je propose que les gens regardent un petit peu, soit ils téléchargent le player pour regarder un peu comment sont les sites Frogance. On va avoir des nouvelles versions très prochainement, justement, avec le redimensionnement des sites Frogance sur le bord de l'écran pour les versions développeurs de Frogance Player. Téléchargeable du coup sur votre site, hein, sur F2R2. Alors, il y a deux endroits où on peut trouver effectivement actuellement le player pour tester. On peut aller sur le site f2r2.fr, donc là, qui est le site de la société qui s'occupe des adresses Frogance, du registre d'adresses Frogance. Donc là, c'est un sujet qui… On va y revenir sur le financement. On va revenir, d'accord. Et donc là, on peut trouver dessus des versions avec des sites sur lesquels on peut naviguer. Et il y a aussi sur un autre espace qui est plutôt pour les développeurs actuellement, get.frogance, le nom de domaine get.frogance, conduit vers des versions d'évaluation de la technologie pour les développeurs. Et c'est ces versions qu'on est en train de mettre à jour pour y intégrer donc des effets qui sont assez sympas et qui me permettent donc de dire un dernier point pour les internautes. Ce sont l'intérêt pour les internautes, c'est la présence en fait des sites Frogance sur l'écran qui leur permet de garder en permanence ce qu'ils veulent, hein, parce qu'on peut aussi enlever un site très vite. Hein, il suffit de faire clic droit, hop, il dégage. Donc c'est pas des pop-up et on s'en sort plus hein, comme au début du web. Non, c'est vraiment des objets qu'on peut enlever si on veut très très rapidement. Il n'y a aucune intrusivité, mais en revanche, ils restent présent au-dessus des autres fenêtres et ça permet du coup d'avoir une navigation. Vous êtes en train d'écrire un mail, vous êtes en train de travailler dans un document ou vous êtes en train de développer dans un éditeur de texte, etc. Eh bien, vous pouvez garder des sites Frogance dans des coins de votre écran ou si vous avez plusieurs écrans de n'importe lequel et rester en contact avec des contenus. Un peu comme il y avait des widgets dans les temps anciens. Sauf que les widgets, c'était des logiciels. C'était donc pas vraiment très, très lourd, en fait. Là, c'est connecté directement sur le réseau Internet. Exactement, c'est connecté, ce n'est pas des logiciels. On peut suivre les actualités, par exemple, en instantané, sur un petit bout de son écran, quoi. Exactement. Exactement. On peut aussi avoir des sites qui mettent en relation les internautes en s'envoyant des messages à travers le site, comme on en a dans les sites web. Enfin, on a vraiment une multitude d'usages. Ce qui va être très intéressant, d'ailleurs, dans le démarrage de cette diffusion, c'est de voir, nous, on compte beaucoup sur la communauté des développeurs, justement, pour expérimenter cette technologie et trouver des usages vraiment intéressants. C'est vraiment un point sur lequel
Il y aura effectivement pas mal d'opportunités qui peuvent s'ouvrir pour les développeurs et ça, c'est un point qui me semble très important. C'est qu'il y a tout à construire en fait dessus Oui. et parce que ça va permettre d'amener d'autres besoins aux utilisateurs et ça, il va falloir les imaginer, il va falloir les créer. Et ça, justement, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette technologie et que je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel pour ceux qui vont se lancer assez rapidement dessus. Voilà. Donc ça, Voilà. c'est un point. Mais est-ce qu'on peut revenir peut-être, Alexis, sur aussi pourquoi les entreprises Voilà. voudront mettre à disposition un site Frogans? Voilà. C'était donc le deuxième volet. Après les Ouais. internautes, l'autre côté du tuyau, on va dire, bien les sociétés, les éditeurs de contenu et de services sur Internet. Alors aujourd'hui, l'analyse qu'on fait, en fait, c'est la suivante, c'est que donc on a des gens qui sont finalement déjà présents d'un côté sur le web traditionnel, le web qu'on peut mettre en mode mobile un peu quand on a du courage et là on fait souvent une deuxième version du même site. Et de l'autre côté, ils ont potentiellement des applications mobiles, ils ont aussi des présences sur les réseaux sociaux, etc. Donc d'un côté, alors qu'aujourd'hui, on sait que les utilisateurs vont très vite. Ils sont tellement sollicités par des contenus et des services que d'un côté, ils ont le web, mais qui est relativement lourd, en fait, qui aujourd'hui nécessite un investissement en temps important pour naviguer dans un site web, qu'on soit sur son smartphone ou sur son PC, c'est un temps. Alors on le fait quand on est très motivé, je sais pas, on veut acheter un produit particulier, on a besoin d'une information précise, on va sur votre site pour apprendre à utiliser telle ou telle balise du HTML, du FSDL ou de je ne sais quoi. Mais ça, c'est quand on travaille. Mais par contre, quand on est en mode urgence, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, eh bien, le web, c'est très lourd. Ce n'est pas forcément un privilégié. Entrer dans des applis, bah oui, c'est bien, mais bon, on n'a pas forcément, on ne retrouve pas où elle est, en fait, forcément. Et puis, ou alors, on scrolle sur des réseaux sociaux et l'information passe et puis elle ne reviendra jamais, hein, parce que pour ceux qui me racontent qu'ils sont sur Facebook et que c'est très amusant, j'ai des amis qui sont sur Facebook et qui me disent, ah, j'ai vu un truc super sur Facebook, il faut que je te montre. Et puis 2 secondes après, ils sont devant leur téléphone et puis ça fait 30 secondes qu'ils sont essayés de se retrouver. Ils disent non, mais c'était avant ça, c'était après ça, c'était quoi? Et en fait, on voit bien que c'est une industrie du flux. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout fait pour revenir et rester. C'est fait juste pour éclairer à un moment donné, tenter de prendre l'attention, et puis hop, on est remplacé par 10 autres ce qui arrive derrière. Donc ça veut dire que pour les entreprises, aujourd'hui, elles font face à ça, un web assez lourd et du flux dans lequel elles injectent de l'énergie, mais on sait très bien que c'est très furtif parce que les gens ne s'accrochent pas. Frogans, c'est un peu en fait une troisième voie, c'est-à-dire c'est la voie de la publication, c'est la voie donc de la stabilité, comme le web, c'est-à-dire que ça reste en fait, on peut retrouver quelque chose, on peut revenir à quelque chose, on peut s'intéresser à quelque chose, et en même temps, ça va à l'essentiel, parce que pour ceux qui ont déjà vu des sites Frogans, on voit qu'en fait, ils sont petits, ils vont à l'essentiel dans le contenu, ils sont très spécialisés souvent, c'est-à-dire un site va pas tout faire. En fait, par exemple, si je suis je sais pas, je dis n'importe quoi, un constructeur automobile, je vais pas faire un site Frogans tout petit qui contient tous mes véhicules. Probablement, je vais faire plusieurs sites pour chaque véhicule, chaque gamme de véhicules, voire si j'ai un public scolaire, je vais faire des sites spéciaux pour ça. Enfin voilà, on le voit d'ailleurs dans leur grand portail qu'il y a plein de sections et plein de sous-ensembles, mais on n'a jamais le temps de les retrouver quand on est une des cibles. Alors qu'avec Frogans, on va pouvoir faire des sites très ciblés et qui vont donc permettre aux gens ciblés par ces sites de pouvoir rentrer directement au bon endroit. Donc, ça va donner donc ces éditeurs, en fait, on leur offre cette troisième voie. Ce n'est pas les réseaux sociaux, les flux, ce n'est pas le web trop lourd et qui prend trop de temps. C'est un bon équilibre en fait entre les deux et une présence sur l'écran. Alors là, je parle des gens qui sont devant un ordinateur, une présence persistante. Là, maintenant, on peut venir peut-être aux côtés. Vous savez, il y a toute une partie des éditeurs qui ne fait pas ça dans une logique marchande. On sait très bien que le marché pour les développeurs, ce n'est pas uniquement les vendeurs. Et d'ailleurs, souvent, plus les vendeurs sont gros, plus ils ont leurs équipes pour le faire. Non, c'est plutôt, il y a énormément de PME, il y a énormément d'associations, il y a énormément de groupes, de particuliers même qui publient. Et ces gens-là, ils aiment bien quand leurs utilisateurs viennent sur leur site, mais c'est très lourd de faire venir les utilisateurs sur les sites. Il faut engager des emails, il faut que les gens lisent les emails, cliquent sur les liens, il faut aller sur les réseaux sociaux et au milieu du flux incessant, il faut arriver à essayer de placer un lien pour avoir une chance d'attirer quelqu'un. Donc, c'est finalement une très grande lourdeur en fait, de faire venir les gens sur le site. Et là, si par magie, enfin, on y arrive toujours, hein, mais par effort, je ne parle même pas de la pub qui peut coûter les yeux de la tête. Mais, exactement. Ouais. Mais quand je dis les yeux de la tête, c'est vraiment les yeux, parce que souvent, il y a des systèmes de commission. Je confirme. C'est terrible. Donc,
les gens, une fois que pour tous ces efforts humains, financiers, ce qu'on arrive enfin sur votre page web, en fait, ils sont juste dans un onglet de votre navigateur web. Donc, ils sont à un clic de repasser derrière un autre onglet. Ils sont à un clic que l'onglet disparaisse. Et surtout, les gens, ils passent à autre chose, quoi. Donc, finalement, vous avez obtenu une présence sur l'écran, vous avez réussi à, entre guillemets, vous incruster sur l'écran, mais vous ne restez pas, quoi, parce que vous prenez trop de place, vous occupez tout l'écran. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai du travail, hein, donc je le remets derrière. Et je ne vais pas passer 5 minutes à faire une acrobatie pour essayer de sortir un onglet, le mettre en petit dans un coin de mon écran. Vous savez, un petit onglet web, là, parce que de toute façon, le navigateur occuperait les 3/4 de l'espace qui resterait. Voilà, donc c'est horrible. Donc ça veut dire que tout cet effort d'amener les gens sur vos contenus, il est quasiment instantanément ruiné par le fait que le dispositif ne permet pas le maintien de votre contenu sur l'écran. Avec Frogance, vous les amenez sur une petite fenêtre qui reste au-dessus des autres fenêtres, qui est très légère. Ils peuvent, en la glissant, pour ceux qui ont vu les vidéos, en la glissant simplement, en la draguant sur le bord de l'écran, ça se redimensionne et ça peut prendre un aspect plus intelligent, c'est-à-dire que quand ça devient tout petit, le développeur peut avoir créé une deuxième forme alternative qui rend la chose lisible à petite échelle et l'utilisateur peut garder ça dans un coin de son écran. Ce n'est pas figé, puisque si le développeur a prévu une fonctionnalité qui s'appelle Next, il peut faire forcer le rafraîchissement de la page régulièrement pour justement animer et dire « Oh, dis donc, m'oublie pas, hein, je suis là dans le coin de ton écran, mais j'ai peut-être un truc à te dire. » Donc, il pourrait rajouter une petite bulle en disant « Tiens, ouvre-moi. » Et là, l'internaute, il peut dire « Tiens, qu'est-ce qu'il veut ?» Hop, je le ramène un peu vers le centre, je le rouvre, et là, il me dit « Ah, tu sais, j'ai un truc à te dire, super important, je te fais une promo. » Ou alors, il y a une nouvelle actualité, j'ai une nouvelle vidéo, je ne sais pas quoi, et hop, je le remets quand je l'ai lu. Donc, il y a une présence. Et puis, alors, dernière chose, je peux être convaincu que ce petit site Frogance là, que je viens d'avoir m'intéresse. Et donc, je suis en train de partir de mon bureau, je replie mon laptop, et puis j'ouvre le site. Je peux très bien ouvrir le site Frogance sur mon mobile. Pendant que je suis dans les transports en commun, puisque ça fonctionne de la même manière partout, je peux très bien avoir donc, du coup une continuité lors de mon déplacement pour rentrer chez moi. Mettons que je prenne le métro ou les transports en commun. En voiture, je ne peux pas, parce qu'il faut que je conduise, mais, à moins que je sois conduit, mais donc je fasse du covoiturage. Mais sinon, je peux continuer à naviguer. Et puis, chez moi, si j'ai une tablette ou j'en sais rien, je continue aussi. Donc, mon expérience, ma proximité avec un site peut durer au-delà de l'écran. Elle peut passer d'un écran à l'autre. Ça aussi, c'est un truc assez intéressant. Alors, tout ça, les éditeurs, ils ne sont pas bêtes. Ils vont se dire, mais c'est absolument intéressant de donner cette capacité à nos utilisateurs de nous suivre tout le temps et surtout de nous garder s'ils nous trouvent marrants sur l'écran. Et marrant, amusant, intéressant, ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a un petit point quand même qui n'est pas négligeable aussi dans tout ça, c'est que Frogance, on l'a vu, donc ce sont des contenus assez petits. Pas très lourd, d'ailleurs. Pas très lourd, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, on impose même un maximum, un poids maximum pour chacun des slides du site Frogance, qui est au total de 256 kilooctets. Et 256 kilooctets, ça inclut à la fois le document XML qui est écrit en FSDL et les images qu'on a envie de faire venir dans son site Frogance. Et cette sobriété, on va dire, au moment du développement, va avoir un impact super fort au niveau de l'usage d'Internet. Parce que si, mettons qu'il y a une petite partie de la navigation qui va du web vers Frogance, eh bien, on avait fait des petits calculs, ils sont sur notre site f2r2.fr, c'est des millions de tonnes de CO2 qui peuvent être économisées par le fait qu'on ne charge dans Frogance que les gens voient. On ne charge pas tout ce qu'ils ne voient pas dans une page, on charge que ce qu'ils voient. Donc, si les gens on a envie qu'ils voient plus de choses, ils naviguent dans le site. Et à ce moment-là, c'est toujours, ça va très vite, hein, et à chaque fois, c'est rentable, parce que les gens auront chargé que ce qu'ils voient. Voilà, donc ça aussi, dans le monde aujourd'hui qui cherche absolument, et à juste titre, à diminuer l'empreinte énergétique, on va dire, de l'industrie informatique, eh bien, Frogance va vraiment contribuer sur alors, le stockage, je suis moins sûr, parce que le stockage, il est aujourd'hui pas grand-chose. C'est le transport, en fait, qui coûte cher, enfin, qui coûte cher écologiquement. Et puis aussi, au niveau des équipements, naviguer sur un site Frogance, il y a moins de traitement aussi que quand vous naviguez sur une grosse page web qui vient de se télécharger sur votre smartphone, etc. Et qui fait tourner du JavaScript pour... voilà, alors que là, il n'y a pas de JavaScript dans Frogance. Je dis, toute l'intelligence, elle est au niveau du serveur. Donc, elle est faite une fois pour toutes, et ensuite, les utilisateurs simplement consultent et naviguent et font des choix de navigation.
Mais effectivement, puisque du coup, rappelons quand même que la technologie Frogans intervient sur la partie cliente, donc juste sur l'aspect affichage, on va dire, et Oui, donc tout ce qui est serveur à ce niveau-là, ça ne change pas vraiment d'avant, quoi, hein. Si ce n'est exactement. générer effectivement une page Frogans qui est ensuite affichée par le navigateur. Voilà, effectivement. Exactement. effectivement. Alexis, j'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu, revenir sur la partie projet rapidement. On n'a pas parlé de l'équipe qu'il y a derrière et qui vous êtes, combien vous êtes et où vous êtes. Peut-être que ça pourrait être intéressant. On Oui, arrive bientôt au bout de cet échange. Peut-être qu'on pourra en refaire d'autres d'ailleurs. Mais volontiers. est-ce que là, peut-être, on pourrait parler de ce sujet-là pour bien qu'on partage que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à faire ça, quoi. Tout à fait. Alors, au début, on était un peu tout seul, c'est-à-dire que quand on a démarré, on était une petite équipe de 3-4 personnes Bien sûr. avec cette volonté d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Et alors aujourd'hui, maintenant, en fait, on est une vingtaine de personnes qui Mhm. travaillons sur ce projet, en fait, Mhm. répartis en fait en deux équipes. La plus grosse équipe, en fait, c'est l'équipe de l'OP3FT. Mhm. C'est l'équipe donc de cette organisation de standardisation donc qui s'occupe de la technologie Frogans dans l'intérêt de tous. Et donc les deux tiers en fait de l'équipe se retrouvent sur ça. Alors on a dans cette équipe des développeurs. Alors vous imaginez que le logiciel Frogans Player donc, qui contient plein d'implémentations pour dessiner les sites Frogans, etc. C'est un logiciel qui doit fonctionner sur toutes les plateformes. Donc, c'est un logiciel dont le cœur, le runtime, en fait, est fait en C. Donc, on a des développeurs C qui travaillent sur ce runtime. On a un environnement de développement qu'on s'est construit sur mesure pour justement adresser les différents systèmes d'exploitation sans être obligé d'avoir un spécialiste pour chaque OS. En fait, on a une plateforme qu'on a construite de développement permettant justement la production des binaires dans les différents environnements et leurs tests, évidemment, aussi. Il y a une équipe, et ça c'est pour la partie runtime, c'est-à-dire c'est le cerveau intérieur et tout ce que Mhm. fait le player, les dessins des sites web sont faits à l'intérieur. Et puis, il y a aussi toute une frange, une couche en fait, de présentation qui, elle, s'adapte en fait à chaque OS. Et donc là, on va dans des langages un peu différents en fonction de la plateforme. Donc par exemple, sous Windows, on va être en C++, sous Mac, on va être en Objective-C. Sur Android, on va avoir un peu de Java, etc. Mhm. etc. Donc, ça fabrique Frontware. Donc, c'est les métiers techniques de développement. Je précise tout de suite qu'on ne fait pas du tout les sites Frogans, hein. Nous, on est très mauvais à faire des sites Frogans. D'ailleurs, les sites que vous voyez de temps en temps passer ou sur les différents sites sont faits par des designers professionnels et pas du tout par nos équipes, hein. Tout à On n'a fait. pas cette capacité. Un autre aspect de l'équipe de l'OP3FT, c'est la standardisation. C'est-à-dire que le FSDL, vous avez dû voir, donc, peut-être que vos auditeurs ont vu qu'il y avait des spécifications techniques, et ces spécifications techniques sont finalement des standards pour Mhm. justement autour desquels se réunir pour tous développer de la même manière au fond Mhm. et faire voilà. Donc, donc là, nous avons adopté des normes de standardisation qui sont un petit peu austères. Et c'est pour ça que des gens comme vous sont très importants pour les mettre ensuite à disposition des développeurs. Mais Mhm. notre austérité vient du fait qu'en fait, un standard, c'est surtout pour être sûr que tout le monde comprenne, enfin, que toutes les implémentations soient faites pareil. Ce n'est pas forcément des tutoriels pour Mhm. expliquer comment on se sert de la techno. Donc, c'est toujours une expérience amusante d'aller voir les standards Internet. Et on a pris le formalisme de l'IETF, c'est-à-dire que du coup, ça se contente du format ASCII, il n'y a pas de couleur et c'est des documents assez austères. Mais cependant, c'est aussi la fiabilité de la techno passe par le fait qu'on ait cette capacité de produire ces standards comme ça. Donc ça, c'est Et puis ensuite, il y a évidemment des gens qui s'occupent des aspects juridiques. Je parlais de l'internationalisation, du côté international de cette technologie. Il faut évidemment qu'elle soit conforme. Et donc, il y a des chartes d'utilisation de la technologie Frogans, des chartes d'utilisation des marques. Par exemple, mettons qu'un développeur veuille faire à un moment donné un logiciel pour aider d'autres à faire des sites Frogans en FSDL, je ne sais pas, ou bien comme vous faire des formations, eh bien, il faut qu'il puisse utiliser le mot Frogans, hein, voilà. Mhm. Et pour le nom Frogans, pour se signaler en fait auprès de la communauté. Et donc bah là, il y a aussi des chartes pour lui permettre justement de donner cette autorisation gratuite évidemment d'utiliser, mais dans le respect du projet dans son ensemble évidemment. Si c'est pour faire un truc qui torpille ou qui sème une confusion terrible dans les utilisateurs, c'est pas intéressant c'est pas d'intérêt général du coup. Mhm. Voilà, donc ça. Et puis il y a donc aussi des gens qui s'occupent dans l'équipe de promouvoir donc cette technologie auprès des différentes communautés. Alors
moi, je fais partie justement. Enfin, alors, j'ai travaillé beaucoup à la technique initialement. Aujourd'hui, je suis un peu, je m'assure de l'intégrité des décisions qui sont prises justement entre le juridique, etc. J'accompagne les équipes de développeurs. Et puis, on essaye de temps en temps de trouver des compromis quand on est dans des situations. On a pour ambition aussi d'ouvrir nos groupes de travail à l'extérieur. Hein, on a déjà un système de contribution pour que les développeurs qui veulent, ou tout intervenant en fait, dans la communauté qui veut nous donner des conseils, apporter des idées, ou mesurer, critiquer, etc. Tout ça, c'est bienvenu, puisque nous, notre job, c'est de faire le truc qui marche pour tout le monde, enfin que tout le monde, le plus de gens soient contents. Et donc, il y a une équipe de promotion qui aussi, au niveau international, travaille pour justement une présence de Frogans, faire comprendre, découvrir Frogans. C'est ce qu'on a fait un peu en Chine et pas mal aux États-Unis aussi, où l'OP3FT prépare justement l'ouverture d'une autre antenne locale. Nous, on a fait, si vous allez sur le site frogans.org et que vous allez dans les présentations, vous verrez que depuis 10 ans, on en a fait beaucoup des présentations, mais surtout dans l'univers des organismes de standardisation, puisque on était encore en train de tester, on était en train d'élaborer, on n'était pas encore à diffuser cette technologie, ce qui va commencer bientôt. Et donc, on était beaucoup à travailler les fondations en fait, du projet pour que justement, il soit bien solide. Notamment, je parlais de ces liens tout à l'heure entre le web et Frogans. Ça a été 2 ans de travaux avec l'IETF. On a aussi, je vous ai parlé aussi tout à l'heure d'un nom de domaine un peu bizarre qui s'appelle get.frogans. Mais en fait, oui, l'extension .frogans, elle a été discutée avec l'ICANN, qui est l'organisation de standardisation, l'organisation de pilotage des adresses du web, enfin des noms de domaine et des adresses IP, pour exister, justement, pour sécuriser le projet. Donc voilà, ça c'était avant. Et donc, tous ces métiers se sont retrouvés au sein de l'OP3FT. La deuxième équipe, c'est l'équipe d'F2R2, donc la société F2R2. La société F2R2, elle a été créée il y a 2 ans pour administrer le registre des adresses Frogans. Donc, en fait, l'OP3FT, toujours qui est au sommet du projet, hein, c'est l'OP3FT qui est in fine le décideur de l'évolution de cette technologie, de son avancement, etc., eh bien, a donc confié à F2R2 l'exploitation technique et commerciale donc, de ce registre d'adresses Frogans. Ça permet, c'est exactement ce qui se passe dans le monde des noms de domaine. On sait qu'il y a des registres. Pour le .com, il y a VeriSign. Pour le .fr, il y a la FNIC. Et ce sont des registres qui s'occupent de bien tenir un registre bien cohérent, qui protège les droits des gens qui ont des noms là-dedans dans le temps, et qui donc fait cette coordination dans le temps et passe ensuite par des intermédiaires pour la distribution effective des noms. Donc, il y a des distributeurs pour la distribution des noms, comme on a dans le web, il y a des gens comme Gandhi, par exemple, en France, qui sont connus et qui, OVH, qui distribuent des noms de domaine. Eh bien, ce sont les mêmes intermédiaires qui devraient aussi prendre en charge la distribution des adresses Frogans. Donc, dans cette équipe d'F2R2, eh bien, là, on est dans un autre métier. On est dans un métier de l'opération, des opérateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des serveurs qui permettent de mettre en place donc, une API permettant aux distributeurs d'enregistrer les noms, de les réserver, de les renouveler, de régler les configurations. Je parlais des configurations tout à l'heure. Régler la configuration des sites Frogans. Tout ça, ça se fait par des API que l'opérateur orchestre. Et ensuite, il y a une autre partie, c'est la résolution des adresses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie. Hein, quand un internaute va taper une adresse Frogans étoile Toto, eh bien, il y a quelqu'un qui va lui répondre. Ce quelqu'un, en fait, c'est un des serveurs de résolution de l'opérateur et qui va répondre à 100% de l'ambition, évidemment, c'est 100% de disponibilité, on ne peut pas faire autrement, et pour que, du coup, les utilisateurs, enfin, les logiciels transparents des utilisateurs puissent ensuite aller se connecter au bon site, au bon serveur, pour aller sur le bon site. Voilà, donc ce sont ça les équipes, donc ce sont des gens, certains sont là depuis quasiment les premières briques dont je parlais, qui étaient dernier mois de l'année 99, donc le début 2000. On a quelques personnes qui sont vraiment des pionniers je parlais des 4-5 du début, mais en fait, ils sont toujours là. Et puis tout ça est piloté donc, par Amaury Grimbert donc, et moi-même, qui sommes donc les initiateurs, les co-inventeurs du projet, si vous voulez, de la techno. Mais entre ce qu'on avait inventé tout au début et même encore il y a 10 ans et aujourd'hui, évidemment, il y a eu énormément de cristallisation, beaucoup de retours, beaucoup d'aide de la communauté pour justement trouver les bonnes approches.
vous-même, quand vous avez évalué, vous avez fait des retours qui vont être pris en compte. Enfin, voilà, donc on a vraiment à cœur de fournir cette technologie dans un état qui soit vraiment optimal. Du coup, j'aimerais revenir sur deux points. Donc, le lancement qui est prévu, peut-être on peut le rappeler, mi-2022. Est-ce que là-dessus, justement, vous êtes confiant sur le fait de pouvoir mettre à disposition cette technologie avant fin 2022? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y aura des potentiels retards, je ne sais pas, des décalages? Non, nous aujourd'hui, en fait, donc on a fixé en fait il y a un an l'année 2022 comme étant notre année de lancement, Okay. avec un début effectivement mi-2022. Alors on a commencé un peu plus tôt avec vous puisque finalement on a discuté plus tôt que prévu et c'est tant mieux. Donc pour ce qui concerne le lancement, donc ce que nous on a comme plan en tête simplement, c'est que donc on va commencer donc par une diffusion auprès des personnes qui sont capables comme vous d'aller lire dans des standards, de pouvoir ensuite le traduire en tutoriel pratique, facilement exploitable, etc. Et ça, donc, en France, et puis aux États-Unis et en Chine. Il nous faut un peu de temps pour qu'on mesure bien si les calages qu'on a prévus, si les ressources qu'on communique sont suffisantes, si tout fonctionne bien, et ce qui va permettre donc aux premiers développeurs de faire leur site Frogance. Ce qu'on pense, c'est que donc il y a besoin à peu près de 6 mois, ou peut-être un petit peu plus, on verra, pour justement que cette phase se réalise complètement et qu'à l'issue de celle-ci, eh bien, des éditeurs, peut-être plus tournés vers le grand public, puissent commencer à avantageusement publier des sites Frogance pour les utilisateurs. Voilà, alors au début, on pense que les premiers éditeurs, ce ne seront pas forcément les plus grands, puisqu'en fait, les plus audacieux sont souvent ceux qui ont entre guillemets, plus de liberté pour pouvoir publier. Donc, probablement, ça se passera comme dans toutes les nouvelles technologies. On verra des pionniers, des éditeurs pionniers se mettre en place. Et puis, petit à petit, le fonctionnement se validant de plus en plus, l'audience de ces sites croissant, eh bien, les grands éditeurs, petit à petit, rejoindront naturellement le projet, comme ils le font à chaque fois qu'il y a une possibilité de toucher davantage de gens de manière plus intelligente, etc. Donc voilà, donc ça c'est un peu notre idée et c'est un plan qu'on pourrait détailler si vous voulez à l'occasion d'ailleurs d'un prochain entretien, puisque on voit bien que les différents acteurs en jeu sont tout à fait intéressants à regarder, voir leurs attentes justement pour prendre en charge les choses et passer à l'étape d'après. Il y a une sorte de chaîne de diffusion comme ça qui va s'opérer et je vous le confirme qui va commencer vraiment par les développeurs parce qu'on pense que c'est bien les développeurs qui vont inventer connaissant les serveurs, connaissant justement très rapidement, ils vont comprendre comment on fait du FSDL, comprenant évidemment le médium, c'est-à-dire le logiciel et tout ce qui tourne autour, ils vont tout de suite trouver des usages intéressants, même entre eux, probablement. Bien sûr. Donc ça va être beaucoup plus intéressant que d'aller voir, de commencer par aller voir des agences de communication qui ne sauront pas le fabriquer, et qui vont se dire, mais alors, ils vont tenter de mettre, par exemple, des pages web dans des sites Frogance. Vous voyez, c'est ce qui était arrivé au tout début du web. Moi, je suis un peu un ancien, donc j'ai vu le tout début du web. Mais ce qui était très intéressant, c'était de voir que les gens venaient du monde du CD-ROM. Pour les gens qui ne savent pas, un CD-ROM, c'était comme un petit disque qui permettait de mettre des contenus multimédia. Et donc, il y avait des logiciels dessus qui permettaient il y avait des logiciels pour éditer des contenus multimédia comme ça qui étaient déconnectés, affreusement déconnectés. Mais au début du web, les gens ils ont commencé à se dire on va mettre le CD-ROM sur le site. Mais ce n'était pas la bonne approche parce que le site venait avec des liens, venait avec des capacités de discuter avec d'autres sites. C'est ça qui était intéressant dans le web, c'était ce côté multilien, quoi. Et donc voilà, il a fallu un moment d'adaptation. Et là, les gens qui s'adaptent le plus vite, évidemment, ce sont les communautés techniques, puisqu'elles voient tout de suite très clair, en fait. Elles ne sont pas embrouillées par la technique, elles voient tout de suite immédiatement ce qu'on peut en tirer. Bien sûr. J'aimerais terminer notre échange là rapidement en parlant d'un dernier sujet sur le financier. Je pense que ça peut être intéressant de parler justement des investissements que vous avez été amené à faire depuis l'origine de ce projet, mais également parler de l'offre en cours parce que vous avez une offre de souscription à Frogance pour obtenir des actions. Donc ça, j'aimerais que vous nous en parliez aussi rapidement et peut-être parler rapidement aussi des objectifs que vous avez sur les années à venir sur la rentabilité de F2R2, etc. D'accord. Donc alors, effectivement, donc les deux structures du projet, il y a d'un côté donc OP3FT, donc ce fonds de dotation qui pilote, là, cette organisation de standardisation qui pilote, et puis F2R2 qui a donc la délégation pour exploiter le registre d'adresse Frogance. Alors, financièrement,
comment l'OP3FT, en fait, avec son équipe qui commence à être importante et qui va grossir au fur et à mesure, comment elle peut avoir des ressources, en fait, sachant qu'une organisation à but non lucratif, et notamment un fonds de dotation, ça fonctionne comme une fondation, ça n'a pas le droit de faire de chiffre d'affaires, évidemment. Alors, en fait, par contre, ce qu'a le droit de faire l'OP3FT, qui est un fonds de dotation, c'est dans le cadre du contrat de délégation qu'elle a signé donc, avec F2R2, c'est de toucher des royalties, des redevances. Et c'est exactement ça, en fait, le modèle que nous avons décidé d'avoir pour ce projet. C'est que l'OP3FT, en fait, va toucher sur les revenus que l'opérateur du FCR, donc c'est-à-dire la société F2R2, va toucher au fur et à mesure de l'enregistrement des adresses, eh bien, l'OP3FT va toucher 15% de ses revenus avec un minimum fixe, mais qui permet donc à l'OP3FT de travailler et de remplir sa mission en toute indépendance, sans être obligé d'aller chercher de l'argent chez des grands acteurs, ce qui pourrait évidemment la compromettre oui, garantir son indépendance. Exactement, et sa neutralité par rapport à des systèmes d'exploitation ou d'autres. Donc ça, c'est le côté OP3FT. Donc il y a un modèle économique qui est très stable. Il a été inspiré, pour rien vous cacher, il a été inspiré du modèle des noms de domaine en .org. Pour ceux qui savent, il y a un registre donc, du .org, un opérateur de registre, et cet opérateur de registre finance en fait l'Internet Society, qui elle-même finance en partie l'IETF et ces organisations cette organisation de standardisation en particulier et d'autres projets dans l'intérêt général. Donc, quand on achète un .org aujourd'hui, quand on enregistre un .org, en fait, on contribue en fait à la standardisation d'Internet indirectement. Là, c'est pareil. Quand les éditeurs vont enregistrer des adresses Froggen, c'est bien ils vont contribuer en fait à l'enrichissement de la technologie Froggen à travers OP3FT. Alors, F2R2, donc c'est une société commerciale. Elle a une mission, il faut qu'elle fasse fonctionner donc, ces serveurs d'adressage dont on parlait tout à l'heure, et en même temps, il faut qu'elle garantisse que les enregistrements se font bien avec une API qui est d'ailleurs qui est imposée par l'OP3FT, là encore, hein, donc, pour garantir justement que personne n'est avantagé. Et donc, elle met en œuvre cette API et en même temps, elle finance l'OP3FT puisqu'il y a un minimum de financement avant que le chiffre d'affaires soit suffisant pour représenter 15%. Et donc, F2R2 a besoin de se financer puisque c'est une société toute neuve, enfin, elle a été créée fin 2019 et donc elle a besoin de financement. Dans ce cadre-là, la décision qui a été prise par les actionnaires qui ont élaboré cette société à ce moment-là, ça s'appelle les amis du projet Froggen, puisque en fait, F2R2, ça veut dire Froggen's Friends, Relay Registry, donc Registry pour le registre des adresses Froggen. Et donc, ces actionnaires ont décidé, en fait, à un moment donné, d'ouvrir ce capital au public. Donc, la possibilité de devenir assez nombreux finalement au capital de F2R2. Et c'est dans ce cadre-là, donc dans le respect de dispositions de l'autorité des marchés financiers, sans entrer en bourse, mais sans faire non plus du crowdfunding, entre les deux, on a créé donc cette offre de titres qui est ouverte au public. Qui est toujours ouverte. Hein. Alors, une tranche vient de s'ouvrir justement depuis 2 semaines. Une nouvelle tranche vient de s'ouvrir pour permettre donc au public d'investir dans une ou plusieurs actions de F2R2. Alors, les actions de F2R2, alors si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site f2r2.fr et là, vous voyez un peu, il y a des vidéos un peu sur, de webinaires qui ont eu lieu justement pour parler à des gens qui souhaitaient investir quelques actions dans F2R2. Et donc, il y a tout le dispositif de souscription si vous le souhaitez. Et donc, une action, aujourd'hui, on a réorganisé justement bien le capital dans cette deuxième tranche pour permettre de souscrire des actions en fait à 150 € par action. Et puis après, on peut en prendre autant qu'on veut, évidemment, on n'est pas limité par ce chiffre, et ce qui permet donc aux gens de rentrer et de devenir actionnaires d'F2R2. Donc c'est une manière qui est pas, de rejoindre le projet, c'est une manière comme une autre. Hein. Si on a envie, on peut même entrer dans le projet à cet endroit-là. Tout ça, c'était pour être cohérent avec notre logique d'ouverture. Vous avez bien vu que les 3FT, c'est quelque chose de très ouvert, ça c'est en autonomie, ça travaille dans l'intérêt général. Et nous, on voulait aussi que du côté de la société commerciale qui allait alimenter tout ça, eh bien, on puisse faire rentrer les gens. Alors, il n'y a pas que des investisseurs publics. Hein. Il y a cette deuxième tranche d'offre, c'est ouvert pour les investisseurs publics. Et en même temps, il y a des discussions avec des fonds d'investissement pour rejoindre le projet. Là, pour des fonds d'investissement qui voudraient investir dans F2R2 et donc aussi à côté du public. Hein. Donc, ce n'est pas exclusif. Les gens qui investissent seront évidemment, comme nous,
toujours dans le projet jusqu'à ce que quoi? Alors, soit la société, dans le cas où le projet marche, évidemment, il y a toujours un risque qu'un projet ne marche pas, mais dans le cas où le projet marche, eh bien, et que donc la société F2R2 commence à prospérer en vendant suffisamment de réseaux et d'adresses Frogance. Alors, les réseaux, je n'ouvre pas la parenthèse aujourd'hui, mais ce sont des ensembles d'adresses Frogance qui coûtent un petit peu plus cher qu'une adresse pour justement avoir un ensemble d'adresses Frogance homogène avec un nom qui ne commence pas par Frogance, mais par mon nom, par exemple, enfin, le nom de la marque. Eh bien, donc, avec ce chiffre d'affaires qui arrive et qui permet de stabiliser les choses, eh bien, le F2R2 pourra soit typiquement entrer en bourse, et à ce moment-là, ça redonnera la possibilité aux actionnaires qui sont entrés aujourd'hui de vendre leurs titres sur le marché, ou de ne pas les vendre, s'ils veulent les garder, évidemment. Et puis, ou alors, peut-être à l'occasion de la cession de F2R2, peut-être un acteur industriel qui dira moi, ça m'intéresse beaucoup de continuer l'aventure avec vous et de racheter votre société F2R2. Et à ce moment-là, les actionnaires profiteront d'une plus-value à ce moment-là. Il y a aussi, toutes ces hypothèses sont possibles. Ce que je dis simplement, c'est que s'il y a à un moment donné un changement de contrôle de F2R2, ça ne changera pas le projet Frogance, puisque, comme je le répète, F2R2, il est délégataire de l'OP3FT dans le cadre d'un contrat, et ce contrat empêche... Oui, l'OP3FT reste indépendant, tout à fait. Exactement. Peut-être quand même pour préciser, au niveau des investissements qui ont été effectués, pour avoir une idée de l'ampleur du projet, parce que ce n'est pas juste un petit projet qui a été fait par 2 personnes, il y a quand même pas mal d'argent qui ont déjà été investis, j'imagine. Vous avez raison, c'est ce qui est indiqué d'ailleurs sur le site f2r2.fr dans les documents légaux qui accompagnent l'investissement. Effectivement, depuis le début du projet, donc depuis les premières briques jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 30 millions d'euros en fait, qui ont été investis dans le projet. Alors, sur un projet unique, si c'était ponctuel, évidemment, on dirait que c'est beaucoup d'argent. Évidemment, sur plus de 10 ans, jusqu'à 20 ans, même les premières briques, eh bien, ça représente évidemment beaucoup moins d'argent, mais par an, j'entends en moyenne, mais en revanche, ça représente quand même donc un investissement important. On a beaucoup investi effectivement pour rendre cette technologie disponible au niveau mondial et qu'elle soit vraiment solide. Et quels sont du coup les objectifs que vous avez en termes financiers pour F2R2 du coup? Alors, sur le site de f2r2.fr, vous avez ces projections commerciales en fait, sur 4 ans. Ce qu'on espère, c'est d'ici 4 ans avoir vraiment décollé. Et donc, dès la fin de l'année 2022, d'avoir atteint un équilibre d'exploitation. Alors, le chiffre d'affaires qu'on vise pour la fin de l'année, donc il est un peu supérieur à 5 millions d'euros, ce qui correspond en fait à un certain nombre d'enregistrements. Vous pourrez voir le détail sur les tableaux de chiffres. Bien sûr. Et puis en 4 ans, d'arriver à un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, qui correspondra à quelques millions d'adresses Frogance vendues et enregistrées, et une centaine de milliers de réseaux dont je parlais tout à l'heure, un peu trop rapidement à mon goût, mais on y reviendra certainement. Mais on y reviendra sûrement. Voilà. Ce qui veut dire que donc, cette société, elle va se retrouver à peu près comme dans une situation un peu analogue à celle du .com, c'est-à-dire du registre du .com, la société VeriSign, avec des marges assez importantes, donc une capacité de valorisation très forte, évidemment de l'action à ce moment-là. Donc c'est sûr que les gens qui investissent aujourd'hui, moyennant le fait que notre plan, comme on dit, business plan, se réalise au niveau de F2R2, eh bien, d'un côté, OP3FT aura énormément de moyens pour continuer à développer cette technologie, et de l'autre, les actionnaires d'F2R2 auront évidemment un rendement très très élevé. Aujourd'hui, on est plutôt dans un rendement de start-up qui débute et qui fait entre guillemets le carton, plutôt que on investit dans une entreprise en bourse et qui va me rapporter peut-être, si ça marche, quelques dizaines de pourcents ou je sais pas quoi. Là, on est encore sur un plus gros potentiel, quoi. Voilà, là, il y a un potentiel très fort parce qu'en fait, on est vraiment tout au début de la valorisation. D'accord. Donc, ça permet vraiment aux gens qui ont envie de rejoindre l'aventure de le faire. Donc, mais si jamais il y a des développeurs qui sont intéressés, voilà, qu'ils aillent sur F2R2 pour rejoindre l'aventure. De cette manière-là, parce qu'il y a d'autres moyens de le rejoindre, comme vous avez dit, en s'intéressant déjà à la technologie. Voilà. Et nous, on a voulu vraiment que cette partie du projet ne soit pas réservée en fait à des investisseurs qui savent, qui ont toujours les bons plans, etc., ou qui soient que dans notre réseau. On a vraiment voulu l'ouvrir aux souscripteurs pour donner cette possibilité. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir à peu près 180 ou 190 actionnaires déjà.
Et dans le cadre de cette offre ouverte au public, il y a eu plus de 800 000 euros en fait, qui ont été apportés par des investisseurs venant du public. Donc on est super contents et c'est formidable d'avoir des équipes comme ça qui rejoignent aussi le projet à cet endroit-là. On a demandé d'ailleurs, vous verrez, je vous fais un petit scoop, on a demandé il y a quelques jours à nos actionnaires de faire un petit témoignage en fait, sur les raisons pour lesquelles ils avaient investi dans F2R2, et on commence à en recevoir des vraiment très intéressants, et on va les partager, en fait, c'est ce qu'on leur avait demandé, c'était en vue d'un partage sur le site f2r2.fr. Donc je pense que dans quelques temps, enfin, le plus vite possible, on va mettre ces témoignages qui sont vraiment intéressants et qui reprennent plusieurs des thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, sur la sobriété numérique, sur les enjeux de l'indépendance, sur la simplicité pour l'utilisateur, le respect de la vie privée. Enfin, on voit bien que les gens ont investi pour des bonnes raisons. Ils ne se sont pas trompés par rapport à ce qu'on fait. En tout cas. Bon, ben super. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, pour cet échange. J'invite tout le monde à aller visionner le site F2R2 pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Également, là, sur la chaîne YouTube H2Prog, vous retrouverez des vidéos sur la technologie Frogance. Il y en a qui existent pour le moment, il y en a d'autres qui viendront dans les prochains mois, puisqu'on va continuer à travailler avec Alexis sur le lancement et moi sur l'apprentissage, la formation de cette technologie qui a un gros potentiel, comme on l'a dit. En tout cas, moi, je l'y crois. D'ailleurs, je suis moi-même actionnaire. Je n'ai pas de problème à le dire, puisque je crois en cette technologie. C'est pour ça aussi que j'ai dédié cette année 2022 à cette technologie-là, sur vraiment essayer de partager des connaissances dessus avec ma communauté. Et j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions si vous en avez. Et si besoin, peut-être qu'on va y réfléchir avec Alexis, on essaiera de refaire un autre échange comme ça pour justement partager d'autres informations et répondre aux potentielles questions. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Mathieu. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci.